Il faisait encore jour dans le quartier lorsque Driss vint à quitter la station. Il venait d'encaisser sa paye du mois en tant que pompiste, et comme tout toxicomane qui se respecte, il fonça le cœur battant à la recherche de sa dose quotidienne d'héroïne. Il se rendit donc à l'endroit où il avait l'habitude de s'en procurer. Marchant à vive allure à travers des rues qui ressemblaient bien plus à des coupe-gorge, il s'arrêta dans l'une d'entre elles, là où se réunissaient tous les dealers et drogués du coin. Dans la cohue et le vacarme incessant de celle-ci, il put reconnaître l'un de ses fournisseurs attitrés, et il s'avança jusqu'à lui. « Qu'est-ce qu'il te faut ?»« Comme d'habitude, une dose. » demanda-t-il avant de lui remettre l'argent. Tel un ninja, l'individu rangea les billets dans sa sacoche et il en ressortit un petit sachet de poudre marronnée qu'il tendit au jeune homme. La transaction étant faite, ils se saluèrent brièvement et Driss prit congé des lieux. Le jour était maintenant presque tombé et il était à présent à la recherche d'un endroit discret, où il pourrait se poser tranquillement. Il marchait depuis un moment et alors qu'il commençait à paniquer, à l'idée de se faire appréhender par la police avant d'avoir même pu consommer sa drogue, il trouva enfin un site qui correspondait à ses attentes. Entre autres un chantier qui était en voie de construction. L'un des panneaux de sécurité était plié sur le côté et il en profita pour se faufiler entre deux palissades. Une fois sur le terrain marécageux du chantier, il se dirigea directement vers une carcasse qui semblait être les prémices d'un immeuble. Il pénétra à l'intérieur de la bâtisse et après un bref coup d'œil autour de lui, il alla s'installer dans un coin, notamment dans un renfoncement où était dressée toute la tuyauterie de l'édifice. Les tuyaux étaient agréablement chauds et cela ne manqua pas de le réconforter, lui qui avait beaucoup de mal à supporter le froid des hivers. Le jour avait fait place à la nuit, se trouvant dès lors dans une semi-obscurité. S'éclairant avec son briquet, il déballa tout son matériel adéquat pour se shooter. Aussi loin qu'il s'en souvienne, Driss avait toujours connu l'existence des drogues. Ses parents avaient été eux aussi des toxicomanes aguerris. Son père s'était vu décéder d'une overdose, tandis que sa mère, qui fut non loin de subir le même sort, fut emportée subitement avant que cela n'arrive par le virus du sida. Alors dès son plus jeune âge, il avait choisi une voie regrettable, celle de l'autodestruction. Pourtant Driss avait vraiment tout pour être heureux. Il était marié à une ravissante infirmière avec qui il avait 2 merveilleux enfants, mais cela ne suffisait pas à éteindre sa dépendance pour l'héroïne. Il en était pour ainsi dire esclave. Le garrot lui serrait le bras, faisant apparaître des autoroutes veineuses. Puis, sans perdre une seconde, il s'injecta le contenu toxique de la seringue. Comme à l'accoutumée, les premières sensations furent des plus agréables, et pendant un bref moment il crut se retrouver dans les bras cotonneux de sa mère. Une douce chaleur vint à parcourir tout son corps, puis très rapidement il sombra dans un état comateux, jusqu'à ce qu'il perde complètement connaissance. Les heures avaient défilé lorsque Driss reprit enfin ses esprits. Ses yeux s'entrouvrirent difficilement pour s'apercevoir qu'il se trouvait dans une obscurité totale. Il se redressa tant bien que mal, debout sur ses jambes, puis il se mit à brasser l'air avec ses mains, à la recherche d'une quelconque sortie, quand il vint à s'arrêter contre un mur. Il longea celui-ci, mais il ne trouva aucune ouverture. Pris de panique, il fouilla le sol à l'aveuglette pour se saisir de son briquet. Une fois celui-ci retrouvé, il s'empressa d'éclairer l'endroit. Mais quelle fut sa surprise quand il put s'apercevoir qu'on l'avait emmuré vivant. Pendant la nuit, alors qu'il s'était trouvé plongé dans un sommeil des plus profonds, des ouvriers non vigilants avaient procédé à leur besogne habituelle en érigeant un mur de parpaing, en but d'isoler et de séparer la tuyauterie du reste du bâtiment. Allongé entre 2 énormes tuyaux, les hommes de chantier n'avaient pas détecté sa présence et ils l'avaient pour ainsi dire enfermé comme un rat. Galvanisé par la peur et la crainte de ne plus pouvoir sortir, il se mit à hurler dans l'espoir que quelqu'un puisse l'entendre. Sa voix était étouffée par l'isolement du lieu et à son grand désespoir, personne ne répondit à ses appels. Pris sous un élan de rage, il commença à frapper du pied le mur qui le retenait prisonnier. Par chance, la cloison de parpaing était encore fraîche, et après plusieurs coups sur celle-ci, il put déloger assez de blocs pour s'extraire de cette pièce qui aurait dû être son tombeau. Il ressentit alors un soulagement immense, mais il fut de courte durée car un ouvrier venait de remarquer son intrusion et il se mit de suite à le pourchasser. Prenant ses 2 jambes à son cou, il prit la fuite sans même se retourner jusqu'à ce qu'il soit véritablement sûr de ne plus être suivi. À présent, Driss marchait dans des rues étrangement désertes. Une pluie battante frappait sauvagement trottoirs et routes de la ville. Trempé jusqu'à la moelle épinière, il tremblait comme une feuille morte. La pluie et le froid n'en étaient pas vraiment la cause, il le savait bien. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de reprendre une dose. Après, il se sentirait mieux, se disait-il. Mais en fouillant dans ses poches, il comprit qu'il avait tout oublié sur le chantier. Ne pouvant pas revenir sur ses pas au risque de se faire prendre,
Il s'empressa donc le moral dans les chaussettes à prendre la direction de la rue où tous les revendeurs se donnaient rendez-vous. Sur place, il put constater que la rue était déserte. Pas une âme qui vive ne s'y promenait. Seul un groupe de pigeons pataugeait dans le caniveau entre des seringues et de la mie de pain. Driss claquait des dents tellement il était en manque. Une douleur indescriptible se fit ressentir au plus profond de son estomac. Il marchait en se tenant le ventre lorsqu'il bouscula par mégarde un individu qui sortait de nulle part, traînant une poussette remplie de bonbons et de jouets d'hiver. « Hé mec, regarde où c'est que tu mets les pieds ?» se plaignait-il. Sans dire un mot, Driss leva une main amicale et s'excusa auprès de lui tout en continuant son chemin. S'apercevant de son état mélancolique, l'inconnu vint à l'interpeller. « Hé mon pote, tu cherches quelque chose ?» Son attention sollicitée, le jeune homme vint à se retourner pour lui répondre. « T'as de l'héros ?»« Ouais, j'ai tout ce qu'il faut dans ma besace, je viens de recharger les stocks. » L'affranchit celui-ci avec un certain enthousiasme. Très rapidement, l'homme vint à plonger sa main à l'intérieur de sa veste pour ensuite venir l'attendre au jeune homme, sans qu'il puisse voir ce qu'elle contenait réellement. Driss récupéra sa marchandise tout en lui remettant l'argent. Lorsque soudainement, gyrophare en alerte, une voiture de police fit irruption dans la rue. De là, le revendeur et sa poussette le saluaient en catimini, puis il prit la poudre d'escampette. Se trouvant dans une situation plutôt embarrassante, le jeune homme vint à l'imiter en s'enfuyant à son tour à toute vitesse. Après avoir parcouru une bonne distance, il avait réussi à semer le véhicule banalisé. À bout de souffle, il se remit à marcher normalement et en profita pour vérifier ce qu'il venait d'acheter. Il ouvrit discrètement la main et à sa grande déception, il découvrit au creux de sa paume une petite sucette à peine plus grande que son auriculaire. Son sang ne fit qu'un tour jusqu'à ce qu'il se décide à revenir sur ses pas, avec la ferme intention de retrouver l'homme qui venait de l'arnaquer. Ceci fut en vain, car l'individu avait totalement disparu de la circulation. Accablé, Driss s'arrêta quelques instants pour s'asseoir sur un banc. La tête entre les mains, il pleurnichait comme un enfant tout en se grattant nerveusement le cuir chevelu. Le manque le faisait atrocement souffrir et alors que tout lui semblait insupportable, machinalement ou peut-être par pur automatisme, il retira avec colère l'emballage de la sucrerie pour ensuite venir la croquer à pleines dents. Des larmes de crocodile baignaient sur ses joues et il avala entièrement la friandise lorsque tout à coup, ses yeux vinrent à se clore subitement. Un flash multicolore de quelques secondes vint à lui fractionner l'intérieur de son cerveau. Des bruits assez particuliers, ressemblant à des cylindres qui s'emboîteraient parfaitement entre eux, se firent entendre au plus profond de son crâne. Après cette drôle d'expérience incongrue, il ouvrit les yeux en se demandant ce qu'il venait de lui arriver. Ne trouvant pas de suite les raisons, il resta ainsi sans bouger. Dès lors, il remarqua qu'il s'était arrêté de trembler. Plus étrange encore, son manque pour l'héroïne avait totalement disparu. Ses idées devinrent aussi plus claires, plus précises, et aussi loin qu'il s'en souvienne, il ne s'était jamais trouvé aussi lucide qu'à cet instant. Se sentant merveilleusement bien, il se mit à observer ses chaussures qui se voyaient gorgées d'eau. Il lâcha un petit rire de consistance, comme s'il venait de prendre conscience de quelque chose de fondamental. Puis, sans perdre un seul instant, il se leva avec une seule et unique obsession, celle de retrouver au plus vite les siens. Caroline, sa tendre épouse, s'était vue très inquiète de son absence, et elle n'avait pas manqué de lui faire entendre dès qu'il avait franchi le seuil de la porte. D'habitude, il l'envoyait toujours promener, mais cette fois-ci, il avait accepté ses remontrances sans se chercher de fausses excuses. Il l'avait même prise dans ses bras pour venir ensuite l'embrasser tendrement. « Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu aussi souriant. »« C'est parce que je t'aime, mon amour. Où sont les enfants ?» demanda-t-il d'un ton enjoué en entrant dans leur chambre. « À l'école, voyons. » répondit-elle, déstabilisée par le nouveau comportement de son mari. « Ah oui, c'est vrai. Où ai-je donc la tête? Eh bien, j'irai les chercher après les cours, et au retour, nous irons tous nous balader au parc. Mais pour le moment, je dois me rendre à la station-service, où je risque de perdre définitivement mon emploi. À ce soir, mon ange !» Puis, aussi vite qu'il était arrivé, il était reparti. Sur son lieu de travail, il trouva Joe, son employeur, en train de terminer de servir une cliente dans la boutique. L'homme, d'un certain âge, après avoir encaissé la femme, l'interpella immédiatement sur le fait qu'il était encore une fois en retard, et qu'au prochain débordement de sa part, il serait dans l'obligation de le renvoyer. Driss s'excusa auprès de celui-ci en lui promettant d'avoir changé radicalement. Puis, sans se faire prier, il alla servir de l'essence au prochain client. Dans le milieu de la journée, le vieux dut s'absenter quelques heures, et il laissa la responsabilité de la boutique à son jeune employé. Pendant ce laps de temps, le jeune homme avait réussi, en plus d'avoir rempli un grand nombre de réservoirs et encaissé toute la clientèle, à vendre 3 véhicules d'occasion qui se trouvaient depuis des lustres dans la concession de Joe. Car celui-ci possédait en plus de la station et de la boutique, un garage et une concession de véhicules. Driss avait eu la nette impression que ses facultés jusque-là encore non dévoilées s'étaient démultipliées, et il en avait profité pour mettre ses nouvelles capacités à l'œuvre face aux clients.
À son retour, le vieux n'en crut pas ses yeux. La caisse était quasiment en train de déborder de billets, et la boutique à première vue avait été prise d'assaut par une foule d'acheteurs. Il ne restait plus dans le magasin que quelques articles à vendre. Bonsoir, mais quel ouragan est passé par ici? Demandait le vieux bougre complètement stupéfait. On a eu une bonne journée, Joe. Voilà ce qui s'est passé. Bonne journée, tu dis? Tu as juste encaissé en l'espace de quelques heures l'équivalent d'un mois de travail. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué aujourd'hui, mon garçon, mais j'espère que ça va durer. Durer n'est pas vraiment le mot que j'emploierais. Évolution serait plus appropriée en ce qui concerne le futur de votre entreprise. Le gérant fronça les sourcils, suivi d'un léger hochement de tête, car il n'avait jamais entendu son employé parler ainsi. J'ai un tas de bonnes idées à vous confier, Joe, sur l'avenir de votre société, mais je vous en parlerai demain à la première heure. Ma journée est finie et je dois récupérer mes enfants à l'école. Bonne soirée. Oui, c'est ça, à demain, mon garçon. À demain. Sur le chemin pour rentrer chez eux, Driss, accompagné de ses enfants, réfléchissait aux raisons qui l'avaient amené à cette soudaine lucidité, qui pour le coup l'avait complètement transformé. Puis le souvenir du revendeur et de sa poussette ambulante lui revint en mémoire. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant? C'est sa sucette qui en est la cause, s'exprimait-il à voix haute. Mais combien de temps allait durer l'effet de ce produit miraculeux? 24 heures? 2 jours? Il n'en avait aucune idée. Alors, dès le lendemain, après avoir une nouvelle fois rempli les caisses de son patron et pris le soin de se détendre en famille, il s'était rendu ensuite à l'endroit où il avait rencontré l'individu pour la première fois. Pur hasard, ou gros coup de chance, il tomba dès son entrée dans la rue sur l'homme et sa fameuse poussette. « Eh ben, de retour, dis-moi ce que je peux faire pour toi cette fois-ci, » lui dit-il sur un ton des plus accueillants. « J'aimerais t'acheter toutes tes sucettes. »« Ah, mes petites gourmandises, comme je les appelle. Elles font le bonheur de tous mes clients ces temps-ci. » L'homme, qui portait un long manteau de toutes les couleurs possibles et inimaginables, plongea comme pour la fois précédente sa main à l'intérieur pour en ressortir un petit sac en plastique transparent garni de petites sucettes. Driss avait pu dès lors, pendant ce laps de temps, observer sa physionomie plus attentivement. L'individu était un jeune albinos qui portait de longues dreadlocks blanches. Ses yeux étaient d'un vert perçant, faisant de lui un personnage plutôt énigmatique. « D'où vient-elle exactement, demanda-t-il, piqué par sa curiosité. « Taille-Pierre. Mon nom c'est Taille-Pierre. Tu prononces à peine ce nom dans le quartier et j'apparais comme par magie, » le renseigna celui-ci en claquant des doigts. « Tu veux savoir d'où proviennent ces petites merveilles? Moi-même je n'en sais foutre rien. Je les achète et je les revends, c'est tout. Et pour tout avouer, je n'en ai jamais réellement consommé. C'est la règle, ne jamais prendre et devenir dépendant de son propre produit. Dis-moi, pendant que j'y pense, ça t'intéresse du chewing-gum magique que lorsque tu le mâches, celui-ci te permet de te trouver à 2 endroits différents en même temps? Mais alors, si tu préfères te rappeler précisément de toutes tes vies antérieures, j'ai également des bonbons spéciaux pour ce genre de trip, proposait-il en bon commerçant. Non merci, Taille-Pierre, je vais rester plutôt sur mon premier choix, lui répondit le jeune homme. Il lui remit alors le sachet tout en récupérant son argent, puis il prit congé en le saluant d'un geste de la main comme le font les militaires entre eux. Sucette extra lucide en poche, c'est avec une grande sérénité que Driss avait repris son chemin en direction de son domicile. Les semaines qui suivirent furent des plus transcendantes pour lui. Non seulement ces fabuleuses sucreries l'avaient rendu plus intelligent, mais de surcroît elles avaient fait naître en lui le don de clairvoyance. Les affaires marchaient tellement bien pour son patron et lui-même qu'ils durent penser à s'agrandir. En ouvrant plusieurs boutiques et autres concessions de véhicules et dans un temps très court, ils devinrent grâce à ses nouvelles capacités extrasensorielles, des hommes très riches. Son pire ennemi, qui n'était autre qu'autrefois son impitoyable banquier, était maintenant devenu pour ainsi dire son meilleur ami. Il en profita donc pour venir installer sa petite famille dans une splendide demeure avec tout le confort nécessaire à leurs besoins. Dans son quartier, Driss était considéré comme une personnalité des plus respectables. Non pas par sa nouvelle fortune, mais plutôt pour ses nombreux combats sociaux au sein de sa ville, notamment centrés sur la lutte face à la toxicomanie et des sans-abri. Aux yeux de la plupart des citoyens, il en avait fait seulement en quelques mois, bien plus pour la communauté que le maire n'en avait pu faire en l'espace de 10 ans. Et cette année-là, après avoir investi dans l'achat de plusieurs terrains et fait bâtir dessus de petites maisons mitoyennes, Driss fit la promesse à tous les habitants de sa ville qu'aucun individu quel qu'il soit ne dormirait ou ne passerait son hiver dehors. Et effectivement, personne n'avait grelotté sous le froid pendant cette période-là. Même ses proches ne le reconnaissaient plus. Il était devenu comme qui dirait quelqu'un d'autre, et à leurs yeux tel un soleil il rayonnait. Il avait des idées et des avis sur toute chose, et ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Ses motivations et ses intentions devinrent si grandes pour le bien-être de ses semblables, qu'un jour, alors qu'il rentrait d'un voyage à Venise en compagnie de sa femme, il lui vint l'idée évidente d'entreprendre la distribution à grande échelle de ses sucettes extra-lucides, afin de changer radicalement les consciences de tous les êtres humains. Il lui suffirait tout bonnement de prendre contact avec les fournisseurs de Taille-Pierre,
d'acheter tout leur stock et de les reproduire à l'identique aux côtés de chimistes dans des laboratoires, puis il les distribuerait jusqu'à ce que les consciences se soient élevées au maximum, pensait-il. Il ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi les créateurs de ce produit ne l'avaient pas encore fait. Après cette réflexion, il fit son plus beau sourire à son épouse qui ne manqua pas de le lui rendre également. Dès leur arrivée au domicile familial, Driss, qui n'avait pas consommé de sucette pendant tout son séjour, commençait à ressentir un léger manque. Il prit donc immédiatement la décision de partir à la rencontre du mystérieux Taille-Pierre. Cherchant comme un chevronné dans tous les recoins de la rue et en criant son nom, Driss commençait à désespérer de ne pas pouvoir le retrouver. Lorsque Taille-Pierre, comme à son habitude, fit une apparition spontanée, sans qu'on sache vraiment d'où il arrivait. Le jeune homme remarqua de suite qu'il n'avait pas amené avec lui sa poussette. Il s'épongea le front qui se voyait inondé de sueur dû au stress et il s'adressa directement au revendeur. « Ah, Taille-Pierre, tu es là !» À la différence des entrevues précédentes, Taille-Pierre n'était pas du tout bavard. « J'ai enfin tout compris, mon ami, et j'ai une proposition à te faire. J'ai récemment gagné énormément d'argent dans diverses affaires et j'aurais voulu t'en faire profiter. Que tu n'aies plus à dealer dans la rue pour survivre. » s'exprimait-il auprès de lui, le cœur battant par un trop-plein d'émotions. « Ouais, c'est cool ça !» répondit l'autre, pas vraiment intéressé. « J'aimerais aussi que tu me mettes au plus vite en contact avec tes fournisseurs en sucette, car je désire acheter toutes leurs marchandises. J'ai pour intention de sauver tous mes frères et sœurs de cette planète. T'entends, mon ami, on va sauver le monde !» s'écriait-il avec un enthousiasme disproportionné. Après ces mots, Taille-Pierre explosa de rire. « T'es un drôle de type, toi. Mais malheureusement, tu vas rien sauver du tout, parce que les sucettes, c'est fini, mon pote. Il n'y en aura plus jamais. » Driss, qui transpirait comme un bœuf, n'en crut pas ses oreilles. « Mais comment je vais faire? Ce n'est pas possible !» s'indignait-il devant le dealer. L'albino se mit à le regarder d'une façon étrange, puis il s'adressa à lui avant qu'il ne s'en retourne. « Ce que tu vas faire pour commencer, c'est sortir de ce rêve dans lequel tu es enfermé. »« Quoi? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Serais-tu devenu fou ?» l'interrogeait le jeune homme qui commençait à douter. « Il n'y a rien à comprendre, Driss, car il est grand temps que tu te réveilles. » Et ce fut les derniers mots qu'il put entendre avant qu'il ne perde entièrement connaissance. « Où suis-je ? » « Vous êtes dans une ambulance, monsieur. Des ouvriers viennent de vous retrouver sur un chantier en train de faire une overdose. Votre cœur s'est arrêté plus de 5 minutes. Gardez bien les yeux ouverts et tâchez de rester conscient. Monsieur! Monsieur! On est en train de le perdre. Vite! Défibrillateur! » Rendez-vous dans tes rêves. Et reviens quand tu as envie. Amène tes copains.